Donc avec, Bénédicte, on fait tous les 2 partie du groupe PSE des économistes, donc le même groupe de travail que Adrien. Donc on a travaillé sur les questionnaires de la Convention citoyenne avec une approche, plutôt quantitative. Donc, en fait, l'objectif de notre présentation aujourd'hui, il est double. Le premier objectif, c'est de présenter les outils de l'analyse quantitative appliqués au questionnaire de la Convention citoyenne, pour simplement illustrer quels sont les intérêts de cette analyse quantitative et en quoi c'est complémentaire avec l'analyse plus qualitative qui a été faite par certains de nos collègues. Et le deuxième objectif, bah, c'est d'en profiter pour présenter un certain nombre de résultats qui nous semblent pertinents, notamment vis-à-vis de la position des citoyens de la Convention citoyenne vis-à-vis des politiques environnementales, telles qu'ils l'ont exprimé essentiellement au début de la Convention citoyenne. Donc, ce qu'on veut vous décrire, c'est en gros quelle est la position des citoyens de la Convention citoyenne vis-à-vis de ces politiques et quelle est l'hétérogénéité de leur position et en quoi elle est liée à certaines variables sociodémographiques, par exemple. Donc, simplement pour reprendre l'exemple de la crise des Gilets jaunes, on a eu beaucoup cet argument un peu schématique que les personnes qui sont plus en milieu rural ou périurbain étaient davantage opposées aux politiques environnementales, à l'inverse des citoyens de milieu urbain. Donc voilà, c'est ce type de lien entre variables sociodémographiques et attitudes vis-à-vis des politiques environnementales qu'on veut explorer. Donc, je vais laisser la parole à Bénédicte pour vous présenter d'abord les données mobilisées et puis ensuite, on vous présentera les résultats. Oui, donc pour faire cette analyse, nous avons utilisé les questionnaires chercheurs quantitatifs des sessions 1, 2, 4 et 7, sachant qu'on a des taux de réponse élevés en session 1 et 2, mais faibles en session 4 et moyens en session 7. Donc, en d'autres termes, on pense qu'il y a une autosélection des répondants sur les sessions 4 et 7, et donc que la représentativité, la robustesse des résultats est sans doute moins bonne. Donc, ce que nous avons essentiellement exploité, ce sont les questions qui ont trait aux politiques climatiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé des questions sur une grande diversité de politiques, donc comme on le voit dans le slide suivant. Donc, par exemple, en session 1 entrée, donc qui est la session pour laquelle on a des informations et un taux de réponse élevé, on a demandé pour chacune des mesures que l'on pourrait adopter pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, dites si elle vous paraît ou non souhaitable. Et suit une liste de 12 mesures, donc très diverses, puisqu'elle couvre divers champs, donc les transports, l'alimentation, l'énergie. Donc, par exemple, abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110 km/h, densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire, réduire le gaspillage alimentaire, etc. Donc, ce sont les questions dont Adrien parlait juste auparavant. Et les réponses qui étaient proposées aux citoyens allaient de très souhaitable à pas du tout souhaitable. Donc, ce qu'on a observé, comme Adrien, c'est que en fait, la plupart de ces politiques sont plébiscitées, dans le sens où le taux d'approbation est supérieur à 75%. Donc, dès la session 1, supérieur à 75%, donc vraiment élevé, qui signifie sans doute que les citoyens se sentent concernés par ce sujet du changement climatique. Exception près. Donc, il y a déjà une politique à laquelle les citoyens sont clairement opposés, c'est la densification des villes en limitant l'habitat pavillonnaire, puisqu'en session 1, on a un taux d'approbation qui est inférieur à 35%. Donc, ça veut dire que 35% trouvent que c'est pas du tout souhaitable ou pas vraiment souhaitable. Et ensuite, il y a deux politiques pour lesquelles les avis sont très partagés, mais plutôt positifs, mais faiblement positifs. C'est d'une part l'augmentation de la taxe carbone, puisqu'on a un taux d'approbation en session 1 de 53%, donc très proche du 50-50. Et c'est ensuite une mesure qui a été évacuée des discussions de la Convention. Et la deuxième mesure pour laquelle les avis sont très partagés, c'est l'abaissement de la vitesse limite sur autoroute à 110 km/h, puisqu'on a un taux d'approbation de 51%. Et au final, il s'agira de la proposition qui aura le taux d'approbation le plus faible lors du vote final, si on met de côté la mesure des 28 heures. Donc, dans le slide suivant, je montre quelques mesures pour lesquelles le taux d'approbation est très élevé. Donc, juste pour montrer que c'est vraiment assez frappant, par exemple, pour réduire le gaspillage alimentaire de moitié, c'est tous les répondants sauf un trouvent que cela est très ou assez souhaitable. Pour d'autres mesures, c'est des taux d'approbation d'environ 95%, comme le fait de développer les énergies renouvelables. Voilà. Ensuite, donc de façon qu'on a essayé de faire pour aller un peu plus loin,
c'est de montrer la corrélation entre les différents, le soutien à différentes mesures. Donc pour cela, on a codé les réponses des citoyens entre -2 et +2. Donc -2 si l'individu dit que cette politique n'est pas du tout souhaitable, -1 si elle n'est pas vraiment souhaitable, +1 si elle est assez souhaitable, et +2 si elle est très souhaitable. Et donc ensuite, on regarde le lien entre les réponses concernant une mesure et les réponses concernant une autre mesure. Et donc, ces associations entre réponses sont représentées dans ce tableau. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que ce tableau est essentiellement de couleur bleue, sachant que le bleu, ici, indique une corrélation positive entre les mesures, ce qui veut dire que les citoyens qui sont plus favorables à une politique donnée sont généralement plus favorables aux autres politiques proposées. Donc, il y a un lien dans les réponses. Donc, il n'y a jamais de lien négatif. Il y a un lien extrêmement faible, donc une corrélation à 0, seulement dans 2 cas. Dans l'immense majorité des cas, ce sont des corrélations positives. Et si on regarde plus dans le détail, ce que l'on voit, c'est que ces corrélations positives sont particulièrement fortes selon des thèmes. Donc, il faut passer au slide suivant. Voilà. Donc, par exemple, je vais donner un exemple dans le cas des transports. Donc, le degré de soutien à la taxation des véhicules fortement émetteurs de GES est corrélé avec le degré de soutien aux autres politiques environnementales, toutes, mais le lien est plus étroit avec celles qui ont aussi trait au transport. Donc, par exemple, l'augmentation du prix des produits de consommation qui sont acheminés par transport polluant, la taxe carbone, le fait de favoriser l'usage des véhicules peu polluants. Voilà. Et cette idée qu'il y a une corrélation qui est encore plus forte à l'intérieur d'un certain thème, on la retrouve aussi pour l'énergie et pour l'alimentation. Donc, par exemple, la mesure avec laquelle l'idée de réduction de gaspillage alimentaire est la plus corrélée, c'est l'obligation des menus verts. Donc, après avoir fait cette corrélation entre mesures, on passe à une corrélation entre les mesures et d'autres grandeurs. Voilà, donc ce qui nous a intéressé en particulier, c'était de voir à quel point l'approbation pour différentes mesures environnementales était corrélée avec les caractéristiques des répondants. Donc typiquement, une hypothèse qu'on voulait tester, c'était si on avait bien les personnes issues de milieux plus urbains qui étaient davantage favorables aux politiques environnementales ou ce type de relation. Donc le tableau ici, donc ça correspond encore à un ensemble de corrélations. Donc vous avez sur l'axe vertical des variables sociodémographiques, donc le genre, l'âge, le lieu de résidence ou le diplôme. Et sur l'axe horizontal, vous avez les différentes politiques qui ont été discutées par Bénédicte. Et donc, de la même manière, vous avez les carrés rouges qui représentent des corrélations négatives et les carrés bleus des corrélations positives. Donc, si vous voulez, par exemple, sur la dimension de l'âge, vous voyez que cette ligne ici, elle est essentiellement rouge. Ce que ça signifie, c'est que les personnes les plus âgées, en moyenne, sont plus défavorables aux politiques environnementales, donc au sein des membres de la Convention citoyenne. On a une corrélation qui est négative, qui est relativement forte, si ce n'est sur la taxe carbone, sur lequel les personnes plus âgées sont en moyenne relativement plus favorables. À l'inverse, si on regarde par exemple la question du diplôme, qui bien entendu est elle-même très corrélée avec l'âge, sur la question du diplôme, vous voyez que la ligne est essentiellement bleue, c'est-à-dire que les personnes qui sont plus diplômées sont en moyenne plus favorables aux politiques environnementales. Maintenant, une dimension qui est vraiment critique, vous voyez, c'est celle de la taille des villes. Donc les gens qui vivent dans des communes plus grandes, donc qui sont plus urbains, sont plus favorables aux politiques environnementales, et c'est vrai pour l'ensemble de ces politiques. Mais ce qu'on remarque, si on va un peu plus dans le détail, c'est que les politiques que ces personnes soutiennent le plus, relativement aux autres, sont les politiques telles que la limitation à 110 km/h, la taxe carbone, la taxe des véhicules fortement émetteurs de gaz à effet de serre ou le développement des infrastructures favorisant les véhicules propres. Donc en fait, toutes les politiques qui sont liées au transport. Donc la corrélation entre le milieu urbain et les politiques environnementales est le plus fort lorsqu'il s'agit de politiques liées au transport. Donc des personnes qui sont plus urbains, donc qui potentiellement sont moins dépendants des transports privés et qui ont accès à de meilleures infrastructures de transport public, sont en moyenne plus favorables aux politiques environnementales qui visent à favoriser les transports propres. Ensuite, une autre dimension qu'on a étudiée, c'est celle du genre. Donc, on a regardé si les femmes étaient plus ou moins favorables aux politiques environnementales que les hommes. Sur cette dimension-là, on n'a pas de résultat très net, c'est-à-dire qu'il
il y a un certain nombre de politiques qui sont davantage plébiscitées par les femmes que par les hommes, mais ce n'est pas vrai de toutes les politiques environnementales, donc on n'a pas de forte régularité sur cette question. Donc ici, un peu un résumé de tous ces résultats, donc avec quelques exemples qui peut-être seront plus parlants que les corrélations. Hein, donc on a utilisé les corrélations pour faire un panorama très large, hein, de l'approbation en fonction de différentes politiques environnementales et de différentes variables socio-démo. Mais si on regarde dans le détail, on peut prendre plusieurs exemples. Par exemple, on voit que la limitation à 110 km/h sur autoroute, elle était approuvée par 65% des plus diplômés, contre 43% de ceux qui étaient moins diplômés. De la même manière, la taxe sur les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre, elle était approuvée par 88% des gens des grandes villes, contre 67% des gens en campagne. Donc on a bien une hétérogénéité sur toutes ces dimensions, ce qui signifie que les variables sociodémographiques sont des prédicteurs pertinents de l'approbation des politiques environnementales. Et donc les schémas qu'on a souvent discutés, qu'on a vu beaucoup dans les médias, de, si vous voulez, la France urbaine, la France des gagnants de la mondialisation contre la France rurale, qui, elle, était typiquement perdante vis-à-vis de la taxe carbone, sont des schémas qui sont, d'une certaine manière, valides, mais qui présentent des limites, puisque vous voyez qu'à caractéristiques égales, on a tout de même beaucoup d'hétérogénéité dans les réponses. Donc, si vous prenez des ménages qui sont des ménages ruraux, qui sont de milieux modestes ou peu diplômés, eh bien, au sein même de ces ménages, vous allez avoir une part significative qui est favorable aux politiques environnementales et une part significative qui est défavorable. Donc, on a des schémas qui sont relativement pertinents, mais qui ont quand même des limites. Ensuite, on a voulu reprendre le même type d'analyse, mais cette fois-ci en remplaçant les variables sociodémographiques, donc ces critères qui représentent objectivement les caractéristiques des répondants, avec des variables plus subjectives, donc notamment permettant de décrire un peu leur rapport au monde. Donc on a repris les variables décrivant la confiance, donc notamment la confiance interpersonnelle, donc est-ce que les gens font plutôt confiance aux autres ou non, des variables qui décrivent la confiance qu'ont les citoyens envers la capacité des citoyens à délibérer de politiques complexes. On a repris une question qui était concernant la confiance dans les sources du gouvernement comme des informations fiables, et puis les questions sur les satisfactions dans la vie et l'optimisme vis-à-vis de l'évolution de la condition socio-économique des répondants. Et ensuite, donc, on a corrélé toutes ces dimensions avec l'approbation politique environnementale. Donc, quelques conclusions qu'on a pu en tirer, c'est que la confiance est liée généralement positivement avec le soutien politique environnemental. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les politiques environnementales, mais d'une manière générale, on a quand même une corrélation qui est positive. Un premier exemple, c'est que la taxe sur l'aviation, qui aurait comme objectif de financer le transport ferré, elle est soutenue par 91% des gens qui ont généralement confiance dans les autres, contre 72% de ceux qui n'ont généralement pas confiance. Donc c'est une différence qui est quand même assez significative. On a vu aussi que le degré de satisfaction dans la vie et surtout le degré d'optimisme vis-à-vis de la condition économique et sociale future, ils sont généralement corrélés positivement avec le soutien aux mesures. Une mesure pour laquelle c'est particulièrement important, si on prenait sur le tableau, c'est le développement des compteurs intelligents. Donc les gens qui sont plus confiants dans ils sont plus satisfaits de leur vie, qui ont plus confiance dans le gouvernement et qui ont plus confiance dans l'évolution de leurs conditions économiques futures, sont beaucoup plus favorables au développement des compteurs intelligents que les gens qui, à l'inverse, sont moins satisfaits de leur vie ou plus sceptiques concernant l'évolution de leurs conditions économiques et sociales. D'autres résultats qu'on n'a pas montrés ici, c'est que les citoyens qui ont le sentiment de rencontrer des problèmes qui sont ignorés par les dirigeants ou les médias sont généralement plus défavorables envers les politiques environnementales et nettement plus défavorables vis-à-vis de la taxe carbone, ce qui ici illustre un peu les crispations qui ont été observées au moment des Gilets jaunes. Et un autre résultat qui, là, est assez attendu aussi, c'est que les gens qui sont plus conscients et concernés par le changement climatique et qui font davantage le lien entre le changement climatique et l'activité humaine sont plus favorables à l'ensemble des politiques environnementales. Donc avant de repasser la parole à Bénédicte, je vais vous présenter simplement un petit focus sur la taxe carbone. Donc on a des résultats assez intéressants sur le sujet qu'on voulait présenter ici parce que la taxe carbone ayant été à l'origine des tensions qui étaient à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, qui a lui-même rendu nécessaire la Convention citoyenne pour le climat, il nous a semblé intéressant de regarder quelle était l'hétérogénéité des positions des citoyens vis-à-vis de la taxe carbone.
Donc, comme ça a été évoqué, il y a une courte majorité des répondants, des membres de la Convention citoyenne, qui étaient favorables à la taxe carbone lors de la première session. Et lorsqu'en deuxième session, on a reposé la question de la taxe carbone, mais cette fois-ci en fonction de différents usages des recettes, on a vu que dans certains cas, les gens y étaient assez largement favorables. Donc, ce qu'on a demandé en deuxième session, c'était si les gens seraient favorables à la taxe carbone, si les recettes de la taxe étaient utilisées pour donc différents usages. Un premier ensemble de mesures qui correspond à des compensations directement versées aux citoyens, donc soit à tous les citoyens, soit seulement aux Français modestes, soit des compensations différenciées en fonction de leur dépendance aux énergies fossiles. On a ensuite un deuxième groupe de mesures qui, en fait, vise à redistribuer les recettes en coupant d'autres taxes, que ce soit donc la TVA ou les cotisations sociales. Et enfin, un dernier paquet de mesures où les recettes de la taxe carbone servent à financer des investissements verts. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour l'ensemble de ces mesures, enfin pour certaines de ces mesures, les taux d'approbation sont très élevés, notamment lorsqu'il s'agit d'utiliser les recettes de la taxe carbone pour faire des financements verts, donc pour financer soit la rénovation thermique des bâtiments, des transports non polluants ou des énergies non renouvelables. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que l'approbation de ces différents modes de redistribution sont très corrélés entre eux. Donc, les gens qui sont plus favorables à la rénovation thermique sont aussi plus favorables au développement des énergies renouvelables. Donc, vous avez des paquets de mesures. Donc, ici, des gens qui sont plus favorables de manière générale aux investissements verts. Ici, les gens qui sont plus favorables à la baisse de certaines taxes sont plus favorables à la baisse des autres taxes. Et de même, vous avez des corrélations un peu plus fortes pour les modes de transfert forfaitaire. Donc, on voit que les avis des citoyens sur les différents modes de redistribution sont corrélés entre eux. On voit aussi que lorsque l'on est plus favorable à un mode de redistribution, on est généralement plus favorable à tous les autres. Donc, toutes les corrélations ici sont positives sur ce tableau. Ce qui nous indique aussi que les citoyens n'ont pas répondu de manière relative, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coché une option plutôt qu'une autre de manière relative. Ils ont vraiment répondu en fonction de ce qui semblait, les politiques qui leur semblaient souhaitables ou non. Et voilà, donc une des conclusions qu'on peut tirer, c'est qu'on avait un ensemble de citoyens qui étaient relativement neutres vis-à-vis de la taxe carbone, à peu près moitié-moitié quand on leur demandait, quand on leur posait la question sans évoquer l'usage des recettes. Mais lorsque l'on évoquait l'usage des recettes, on voit qu'on a certains scénarios de taxe carbone où les citoyens auraient pu être plutôt favorables. Donc, comme vous le savez, la taxe carbone a ensuite disparu des débats de la Convention citoyenne, pour tout un tas de raisons qui sont probablement pour certaines très légitimes. Ils ont pu, comme c'est évoqué par Adrien, évacuer le sujet pour ne pas discréditer d'autres politiques qu'ils allaient proposer, en sachant que c'était un sujet créateur de tensions. Mais ces résultats montrent qu'il y avait un débat possible sur cette question qui aurait pu être intéressant. Voilà, donc je repasse la parole à Bénédicte pour faire plus une description de l'évolution des attitudes des citoyens vis-à-vis des politiques au cours des sessions de la Convention citoyenne. Oui, donc avec les limites qu'on a indiquées au départ, à savoir que les données des sessions 4 et 7 sont bien moins fiables que les données des sessions 1 et 2, on peut quand même essayer de les utiliser pour voir si on observe des évolutions dans les réponses à travers le temps. Donc, entre les sessions 1 et 4, on a posé exactement les mêmes questions sur le soutien aux politiques. Donc, ce sont les questions que j'ai montrées au début de la présentation. Et ce que l'on observe, c'est une hausse claire du soutien à une poignée de mesures, qui sont l'obligation pour les propriétaires de rénover et isoler les logements, l'augmentation du prix des produits de consommation acheminés par transport polluant, la taxation des véhicules les plus émetteurs de GES et l'idée de densifier les villes. En fait, c'est une mesure qui était rejetée en session 1, mais en session 4, on a environ la moitié des répondants qui la soutiennent. Avec toujours ce bémol qui est que le nombre de répondants en session 4 est faible. Et donc, en plus de la hausse assez claire au soutien à ces 4 mesures, on observe une baisse du soutien à la taxe carbone entre les sessions 1 et 4. Et cette baisse est vraiment confirmée en session 7, puisqu'en session 7, on a posé aux citoyens une question assez différente, qui est celle du soutien à différentes options de financement. Et 2 de ces options portaient sur la taxe carbone. Donc la première était reprendre la trajectoire haussière de la taxe carbone après un gel de 5 ans. Et la seconde, instaurer une taxe carbone dont les recettes seraient redistribuées en fonction des revenus.
et on observe un clair rejet de ces deux options. Et au contraire, on observe que les citoyens apprécient beaucoup d'autres options de financement, comme le fait de lutter contre l'évasion fiscale, de taxer davantage les transactions financières, d'augmenter les taxes sur les dividendes, etc. Donc clairement, les deux options de financement sur la taxe carbone, elles sont du côté des options qui sont peu soutenues. Évidemment, donc cela permet en fait de montrer une évolution des réponses sur la taxe carbone qui sont assez intéressantes et puisqu'on a finalement en session 1, lorsqu'on ne parle pas de l'utilisation des recettes, on a une faible approbation de cette taxe. En session 2, lorsqu'on évoque l'utilisation de cette recette et pour certaines utilisations bien précises, on a un soutien qui paraît assez clair. Et puis ensuite, en session 4 et 7, clairement, on a un rejet. Donc évidemment, cette évolution devra être étudiée parce que plusieurs interprétations sont possibles. Donc pour conclure cette présentation, ce que nous avons mis en relief, c'est que les politiques sont soutenues par une forte majorité des répondants en session 1, à quelques exceptions près, comme la taxe carbone qui est faiblement soutenue en session 1, mais qui sera rejetée ensuite en session 4 et 7, comme la densification des villes, pour laquelle, ceci dit, on observe un soutien entre les sessions 1 et 4. Nous avons montré qu'il y a une corrélation positive entre le soutien à différentes politiques climatiques, donc le fait de soutenir une politique va de pair avec le soutien aux autres mesures. Nous avons aussi montré une corrélation positive entre les différents types d'usage des recettes de la taxe carbone. Il existe un lien entre le degré de soutien aux politiques, les variables sociodémographiques et d'autres dimensions. Donc, le soutien a tendance à augmenter avec le niveau d'éducation dans les zones urbaines, avec le degré de confiance, donc pour différentes mesures de la confiance, et avec le degré de satisfaction dans la vie. Il a tendance à décroître avec l'âge. Et ensuite, pour le lien entre le genre et les politiques, bon, c'est pas parfaitement clair. En général, il nous semble que les femmes soutiennent les politiques plus que les hommes, mais il y a ceci dit quelques exceptions. Ensuite, évidemment, nous ne voulons pas dire qu'il existerait un lien mécanique entre les différentes variables. Il faudrait en fait pouvoir aller plus loin, faire des analyses multivariées où on prendrait en compte plusieurs explications, plusieurs variables explicatives en même temps, puisqu'évidemment, ces différentes variables que nous avons étudiées sont corrélées entre elles. Pour prolonger ce travail, il nous semble qu'il pourrait être intéressant de mener la même analyse bivariée sur le soutien aux politiques, mais cette fois-ci en utilisant les informations sur les votes donc en session 7. Cela signifierait qu'on pourrait avoir accès aux données sur les votes de façon anonyme, bien entendu. Et ensuite, une autre façon de prolonger ce travail serait d'étudier non plus des variables de substance comme on a fait, mais des variables de procédure, donc par exemple la confiance dans le processus, la satisfaction par rapport au déroulement de la convention, le degré d'implication dans les délibérations, pour savoir qui est satisfait, qui s'est beaucoup impliqué, et essayer de comprendre ces différentes explications possibles. Et évidemment, nous sommes ouverts à toute proposition permettant d'enrichir ce travail. Alors, pour ce qui est de cette présentation, il y a deux questions principales. Pour les options de financement, vous n'avez pas utilisé les résultats du vote sur les mesures où il y avait plus de répondants. Voilà, c'est une question. Est-ce que… Oui, en fait, on pense que ce serait évidemment très intéressant de pouvoir les utiliser, déjà pour pouvoir, comme vous le dites, parce que la représentativité sera bien meilleure. Mais le fait est que pour le moment, personnellement, je n'ai pas accès à ces informations sur les votes. Donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas plus. Et la deuxième question, c'est quand vous mesurez une baisse du soutien, notamment à la taxe carbone, mais également à d'autres mesures, est-ce que c'est sur le sous-échantillon cylindré de membres qui ont répondu aux deux sessions? Oui, justement. Oui. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais toutes ces comparaisons sur les sessions 1 et 4 sont faites donc avec des échantillons complets, donc des échantillons complets, c'est-à-dire tous les répondants, et ensuite sur le sous-échantillon des personnes que l'on peut suivre entre les sessions 1 et 4. Et donc les résultats que je présente sont valides dans les deux cas.
Oui, avec la limite que quand on prend l'échantillon cylindré, donc celui qu'on peut suivre à travers le temps, on a encore moins d'observations.